Le titre a de quoi surprendre, il est même un peu brutal, pourriture. C'est pourtant le mot que l'intellectuel algérien Malek Bennabi a choisi pour ses mémoires, celles qui racontent ses années de jeunesse à Paris. Allez, on va voir ensemble ce qui se cache derrière ce titre si provocateur. Alors non, Bennabi ne cherche pas juste à provoquer. Il nous explique que ce titre, pourriture, c'est l'impression qu'il a eue en repensant à cette période. Comme s'il visitait un musée un peu spécial, un musée de la décomposition, où seraient exposés tous les visages, toutes les idées, tous les systèmes qu'il a croisés au cœur même de l'empire colonial. C'est sa façon de planter le décor. Et voici l'ouvrage en question. Il faut savoir qu'il a été publié après sa mort, mais c'est une pièce maîtresse pour comprendre comment s'est construite la pensée d'un des intellectuels majeurs du monde musulman au XXe siècle. Il y décortique, sans aucun filtre, sa propre expérience d'étudiant indigène débarqué à Paris. Pour y voir plus clair dans ce témoignage si riche, voilà comment on va avancer. D'abord, on va essayer de définir ce qu'il entend exactement par « pourriture ». Ensuite, on le suivra dans sa vie d'étudiant à Paris. Puis, on verra comment il a dû naviguer dans ce qu'il a appelé la toile de l'araignée. On parlera aussi de ses contacts avec le nationalisme algérien de l'époque. Et enfin, on verra comment tout ça a façonné sa pensée. Bon, alors, c'est quoi cette fameuse pourriture? Quand Bennabi utilise ce mot, et en plus au pluriel, il faut bien comprendre qu'il ne parle pas juste du système colonial. Non, son analyse, elle va beaucoup plus loin, et franchement, elle est bien plus percutante. Et c'est là que ça devient absolument fascinant. Pour Bennabi, il n'y a pas une seule pourriture, mais bien deux. D'un côté, on a la colonisation, ça c'est le système qu'on impose de l'extérieur, la domination politique, économique. Mais de l'autre côté, et c'est toute l'originalité de sa pensée, il y a ce qu'il appelle la colonisabilité. C'est un concept qu'il a créé pour décrire une sorte de décomposition interne, une faiblesse dans une société qui la rend en quelque sorte prête à être dominée. Et pour lui, le drame colonial, c'est justement quand ces deux pourritures se rencontrent. Maintenant, pour bien comprendre d'où vient cette analyse, il faut revenir à son expérience personnelle. On est en 1932. Le jeune Malek Bennabi débarque à Paris pour ses études. Il arrive littéralement au centre du réacteur, dans la capitale intellectuelle et politique qui contrôle son propre pays. Imaginez un peu le décor. Le quartier latin des années 30, ça bouillonne de partout. La Sorbonne, le Collège de France, les cafés où se croisent des étudiants venus du monde entier, c'est un lieu de liberté, de savoir, mais pour Bennabi, c'est aussi là qu'il se prend en pleine figure le paradoxe de sa condition. Il est au centre de la connaissance, mais en même temps, il est totalement en marge du pouvoir. Et là, ce qui est vraiment frappant, c'est l'effet psychologique que ça a sur lui. En se plongeant dans la lecture, en mesurant la puissance intellectuelle et technique de l'Occident, il ressent un sentiment d'écrasement. Il parle d'un immense retard, d'une humiliation. C'est tout le poids de la condition coloniale qui lui tombe dessus, même au sein des plus grandes universités. Mais dans ce pari un peu fou, Bennabi sent qu'il y a quelque chose d'invisible. Il a cette impression d'être pris dans des filets, une sorte de réseau de pouvoir qu'il ne voit pas bien, mais qu'il sent partout. Et pour décrire ça, il va utiliser une métaphore incroyable. L'araignée. Voilà l'image qu'il choisit pour parler d'une figure qui a été centrale dans sa vie à Paris. Quelqu'un qui, bien caché au centre de sa toile, semble tirer tous les fils, contrôler les infos et décider un peu du sort des étudiants nord-africains comme lui. Et cette araignée, elle a un nom, Louis Massignon. C'était un personnage extrêmement important et ambigu de l'époque, un immense savant, un grand spécialiste de l'islam, mais en même temps un homme très proche des cercles du pouvoir colonial. Alors, comment elle était tissée cette toile? Eh bien, il y avait plusieurs fils. D'abord, son prestige académique. Il était professeur au Collège de France, rien que ça. Ensuite, son pouvoir politique. Il conseillait le gouvernement sur les affaires musulmanes. Et surtout, il entretenait un réseau personnel très dense avec les étudiants nord-africains. Il devenait un passage obligé, celui qui pouvait ouvrir des portes ou les fermer. Pour Bennabi, il incarnait parfaitement cette surveillance à la fois bienveillante et totale du pouvoir colonial. Mais attention, le Paris des années 30, ce n'est pas que le pouvoir colonial. C'est aussi là que la résistance s'organise. Et Bennabi va donc logiquement entrer en contact avec les différents mouvements nationalistes algériens qui commencent à émerger. Alors, qui sont les forces en présence à ce moment-là? Grosso modo, on a deux grands courants. D'un côté, l'étoile nord-africaine de Messali Hadj. C'est un mouvement pionnier, très populaire chez les ouvriers algériens en France, et qui réclame l'indépendance pure et simple. De l'autre, on a l'association des oulémas, des savants religieux, qui veulent réformer la société algérienne de l'intérieur, par la culture et la religion. C'est ce qu'on appelle l'islam. Et ces deux grands courants vont tenter de s'unir lors du Congrès musulman de 1936. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment Bennabi se positionne par rapport à tout ça. Il les observe, mais avec un regard très critique. Chez Messali Hadj, il voit un homme du peuple, un bonhomme comme il dit, quelqu'un de sincère, mais il trouve que ça manque un peu de réflexion de fond. Et chez les oulémas, il admire leur rigueur intellectuelle, leur projet de réforme, mais il a l'impression qu'ils sont un peu déconnectés des réalités du peuple. En fait, il est un peu entre les deux, et il ne se reconnaît vraiment nulle part.
Alors comment tout ça va s'assembler pour former sa pensée? Coincé entre la surveillance de l'araignée Massignon et des mouvements nationalistes qu'il trouve un peu limités, Benabi va devoir se construire sa propre grille de lecture, ses propres outils pour comprendre le monde qui l'entoure. Et ça, c'est vraiment un point capital. Benabi ne repart pas de Paris avec une recette miracle, une solution toute faite. Il n'a pas trouvé le remède. Par contre, cette immersion au cœur de la double pourriture, celle du système colonial et celle qu'il observe chez les siens, lui a permis de faire quelque chose d'essentiel, poser un diagnostic. Il a mis le doigt sur la nature profonde du problème. Et le cœur de ce diagnostic, c'est ce fameux concept de colonisabilité. C'est l'idée, assez radicale, que le colonialisme ne tombe pas du ciel sur un peuple en parfaite santé. Non, il profite de faiblesses, de prédispositions qui sont déjà là dans la société colonisée. C'est une analyse qui force à se regarder en face, à s'interroger sur ses propres failles. C'est une démarche très exigeante et parfois un peu douloureuse. Au final, l'analyse que Benabi a commencée dans les années 30 nous pousse à nous poser une question beaucoup plus large. Cette idée de chercher les failles internes qui permettent à une domination extérieure de s'installer, cette analyse des mécanismes psychologiques du pouvoir, est-ce que ce n'est pas, au fond, une grille de lecture toujours aussi pertinente aujourd'hui pour décrypter les rapports de force dans notre propre monde? La réflexion reste ouverte.